Professeur Copeau, bonjour. J'aurais aimé reprendre avec vous les différents points clés de cette EHA à Madrid, notamment concernant les nouvelles stratégies de traitement préemptif dans le PTT et puis la place de la plasmaphéreuse dans la prise en charge de cette maladie. Alors effectivement, cette année, au congrès de l'EHA 2024, j'ai retenu deux travaux dans le domaine du traitement préemptif du PTT auto-immun. Ce sont d'ailleurs deux travaux français qui ont été portés par une jeune étudiante, Julia Weisinger. Et donc en préambule, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le PTT auto-immun, les patients qui guérissent d'un PTT sont systématiquement surveillés sur l'activité ADAMS-13, typiquement tous les 3 mois, pendant des années, voire à vie. Et chez les patients qui présentent une diminution sévère de l'activité ADAMS-13 au cours du suivi, dans ce qu'on appelle une rechute ADAMS-13, eh bien, avant qu'ils ne rechutent cliniquement, on fait un traitement préemptif par rituximab. Et dans 80 à 85% des cas, ça marche et les patients normalisent de nouveau leur activité ADAMS-13 pendant 12 à 18 mois, voire un peu plus. Par contre, chez ces 15-20% de patients où ça ne marche pas, eh bien, il faut trouver des solutions alternatives pour éviter qu'ils ne rechutent cliniquement. Donc les deux stratégies classiques et qui ont été évaluées dans le cadre de ces deux travaux, c'est d'une part un anti-CD20 de deuxième génération, l'obinutuzumab, et le daratumumab. Alors l'obinutuzumab, cette étude a porté sur 34 patients qui ont reçu de l'obinutuzumab pour, dans la moitié des cas, une situation de maladie réfractaire au rituximab, c'est-à-dire qu'on avait beau faire de rituximab, l'activité ADAMS-13 ne remontait pas, et l'autre moitié, c'est parce qu'ils ne toléraient pas le rituximab. Et les résultats, ça a été que dans 90% des cas, eh bien, les patients ont répondu sur la base de l'activité ADAMS-13 au traitement par obinutuzumab et 70% ont complètement normalisé l'activité ADAMS-13 et dans tous les cas, la réponse a été durable puisque au bout d'1 an, seulement 6 patients ont rediminué l'activité ADAMS-13 et la tolérance a été dans l'ensemble excellente. Donc c'est une première stratégie tout à fait recevable chez les patients qui sont ou réfractaires ou intolérants au rituximab. Et pour ce qui est du daratumumab, il y a eu 7 patients qui ont fait 9 épisodes de rechute ADAMS-13 le plus souvent. Donc sur les 9 épisodes, il y avait 7 rechutes ADAMS-13 et 2 rechutes cliniques. Donc les patients ont reçu du daratumumab parce que pour l'essentiel, ils étaient réfractaires au rituximab. Et après administration de daratumumab, 80% de réponse sur la base de l'activité ADAMS-13 suite au traitement par daratumumab. Et cette réponse était maintenue puisque à 1 an, l'essentiel des patients étaient encore en réponse ADAMS-13. Et en termes de tolérance, eh bien, c'était une tolérance qui était attendue pour le daratumumab, c'est-à-dire que la moitié des patients a présenté des réactions d'hypersensibilité immédiates au daratumumab qui ont été dans l'ensemble assez faciles à gérer et qui ont disparu au cours des injections suivantes. Donc le daratumumab est également une stratégie intéressante dans le PTT réfractaire aux anti-CD20 quand on veut éviter de laisser les malades avec un petit sévère ADAMS-13 persistant. Et troisième point, il y a eu un débat au cours de cette EHA 2024 sur la place à court terme des échanges plasmatiques dans le PTT auto-immun. Et la question se pose parce qu'à l'heure actuelle, avec le traitement standard, donc qui consiste à faire des échanges plasmatiques, le caplacizumab, qui est un nanocorps contre le facteur Wilbrandt, et le traitement immunosuppresseur, eh bien, on arrive à atteindre des taux de survie de 99% dans cette maladie. Donc la question se pose d'alléger le traitement et en particulier de ne plus faire d'échanges plasmatiques. Alors les messages de ce débat, ça a été qu'à l'heure actuelle, il y a, au-delà des case reports, un seul travail disponible qui est en ligne dans Blood depuis 15 jours seulement, donc c'est dire si tout ça c'est récent. Et donc ce travail qui est très intéressant, malgré tout, ne rapporte que 42 patients traités par une stratégie sans échange plasmatique, donc avec caplacizumab et immunosuppression. Et sur ces 42 patients, eh bien, on n'a pas encore tout le spectre de sévérité de la maladie. Donc il faut rester prudent et sûrement ne pas traiter les formes les plus graves avec ces stratégies sans échange plasmatique et les réserver éventuellement aux formes les plus, on va dire, banales, c'est-à-dire les tableaux purement hématologiques. Le deuxième message, c'est que c'est une stratégie qui doit être utilisée par des équipes entraînées à prendre en charge des PTT
L'ISA fait un diagnostic de PTT rapide par rapport aux autres types de microangiopathie qui ont le résultat de l'activité d'ADAMS13 rapidement pour confirmer le diagnostic et qui ont à disponibilité le képlacizumab dans les minutes qui suivent le diagnostic et l'admission du patient. Et il faut une excellente coordination entre l'ARIA, l'hématologie, la médecine interne et la pharmacie. Donc pour toutes ces raisons, il faut encore être prudent dans l'utilisation de ces stratégies, mais il est clair que penser que l'on va pouvoir dans le PTT se passer des échanges plasmatiques que l'on utilise depuis les années 50, c'est une perspective assez miraculeuse.